We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Brooklyn, 12 février 2019, 14h. Après 3 mois de procès, les jurés n'ont eu besoin que de 6 heures pour délibérer. C'est beaucoup. Mais c'est peu, compte tenu de l'accusé et de la complexité du dossier. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, narcotrafiquant mexicain qui a régné pendant 20 ans sur le cartel de Sinaloa, est reconnu coupable des 10 chefs d'inculpation retenus contre lui. Il est condamné à la prison à perpétuité. Les jurés sortent de la salle d'audience. Le juge Brian Cogan ajoute quelques remarques en guise de conclusion. Le procès du plus grand narcos de l'histoire s'achève dans le calme. Son crâne s'est dégarni, mais son regard n'a rien perdu de cette intensité noire qui terrifiait ses ennemis. El Chapo écoute le verdict. Aucune émotion ne transparaît sur ce visage rond qui a gardé quelque chose d'enfantin. Il serre la main de ses avocats, puis il se retourne vers sa femme, Emma Coronel, qui a suivi tout le procès dans l'assistance. Il lève le pouce en souriant. Les marshals le font sortir par une porte réservée aux condamnés. Dans l'assemblée, les journalistes se pressent vers Emma Coronel. Elle a juste une mèche de cheveux lissée de manière impeccable et séparée par une raie parfaite. Quel est votre sentiment après la condamnation de votre mari ? Les micros se tendent. Il n'y a pas mort d'homme ? La Sierra Madre est un territoire unique au Mexique. Une prolongation de la chaîne des Rocheuses aux États-Unis. Les rivières serpentent entre des montagnes escarpées et irriguent les plaines fertiles du Sinaloa. Un état tout en longueur bordé par le Pacifique. Ici, tout pousse, ou presque. La marijuana, le pavot et les inégalités. La misère crasseuse côtoie la richesse indécente. Tout y est une question de lutte, de rébellion et de violence. Le héros du Sinaloa s'appelle Jesús Malverde, un ouvrier des chemins de fer devenu Robin des Bois au début du XXe siècle. Il volait aux riches propriétaires terriens pour redistribuer aux pauvres. Jesús Malverde a encore des statues à sa gloire dans les quartiers pauvres de Culiacán, la capitale de l'État. Sur les autels, on brûle des bougies, on pose des offrandes. À côté des statues de Jesús, il y a désormais des statues d'El Chapo. Des t-shirts, des casquettes, des porte-clés, n'importe quoi qui rappelle le héros qu'il fut. Joaquín Guzmán est né le 4 avril 1957 à La Tuna, un village miteux de la Sierra Madre. Pour arriver à ce village, il n'existe qu'un chemin, la route 24, qui sillonne dans la montagne. Son père, Emilio Guzmán Bustillo, et sa mère, Maria Consuelo Loera Pérez, sont des paysans. Pour toute fortune, il possède quelques têtes de bétail. Joaquín a 4 frères et 2 sœurs. Il ressemble à sa mère, 1,67 m, d'où le nom El Chapo, le petit. Emilio Guzmán est du genre fainéant. Il a un mauvais caractère. C'est Maria qui fait tourner la ferme. Elle s'occupe du bétail et elle élève les enfants.
Au Sinaloa, le chanvre pousse depuis le XVIe siècle. Ce sont les conquistadors espagnols qui ont introduit cette plante, pour faire des cordes et des voiles de bateaux nécessaires à leur armada. Ce n'est que plus tard qu'on découvrira les vertus psychotropes de la marijuana. Les premiers plants d'opium arrivent, eux, au XIXe siècle. Le pavot produit 3 récoltes par an. Il devient immédiatement une culture très rentable pour les gomeros, les paysans qui sacrifient les bulbes pour récupérer la gomme, qui sert à fabriquer l'opium. El Chapo fait ce qu'au fond la plupart des gosses de son âge. Il aide son père à cultiver la marijuana et le pavot. Mais il n'a aucune envie de devenir un ouvrier agricole. La misère le terrifie. Il y a du fric à se faire avec la gomme de pavot, mais ce n'est pas lui qui va la récolter. Joaquín quitte l'école au CM2. Sans être un illettré, sa maîtrise de l'écriture restera toujours hésitante. Il part s'installer à Badiaguato, un village sur la route 24. C'est là qu'il rencontre les frères Beltrán Leiva, qui seront ses alliés pendant des décennies. En 1977, il épouse sa première femme, Alejandrina María Salazar Hernández, dont il a 3 enfants. Il se marie ensuite plusieurs fois sans divorcer et en entretenant de nombreuses maîtresses. Selon le profil psychologique établi par le département américain de la justice, El Chapo possède un esprit vif et analytique, capable de sang-froid et conscient des réalités quand les choses ne tournent pas à son avantage. Il n'est pas impulsif, mais réfléchi, et est déterminé à exploiter les faiblesses de ses adversaires pour leur infliger le plus de dommages possible. Il privilégie les relations familiales et accorde de l'importance aux amitiés loyales et anciennes. À la fin des années 1970, El Chapo doit quitter son repère dans les montagnes. La culture de la marijuana et du pavot ne lui permet pas de vivre comme il veut. Et le trafic est devenu risqué. Il part s'installer à Culiacán. En 1969, Richard Nixon a lancé, pour des raisons électorales, la War on Drugs, la guerre contre la drogue. En 1973, il crée la DEA, la Drug Enforcement Administration, une agence toute neuve chargée de contrôler le trafic en provenance des pays d'Amérique latine. Les États-Unis font pression sur le Mexique. Aide économique, soutien financier, livraison d'armes, partage d'informations, la totale. La décision de Nixon aboutit à l'opération Condor. Une succession de raids armés visant les producteurs de marijuana et de pavot dans la Sierra Madre. Le résultat est désastreux. Au lieu d'endiguer le trafic, l'opération crée des tensions entre la police du Sinaloa, la police fédérale mexicaine et le directoire de la Sûreté fédérale, sorte de police secrète qui ne dit pas son nom. Ce que les flics et les gringos ne comprennent pas, c'est qu'il existe un ordre établi. Le gouvernement du Parti révolutionnaire institutionnel, au pouvoir depuis 1929, est en cheville avec les narcos. Et tout cela fonctionne très bien. Les narcos ne se mêlent pas de politique. Les politiques ferment les yeux sur les activités des narcos. La clé de voûte de ce système s'appelle Félix Gallardo, un ancien flic qui a noué des liens avec les Colombiens. Gallardo a des amis chez les flics du Sinaloa, et il a ses entrées dans tous les lieux de pouvoir. Il est installé à Guadalajara, le 2e centre financier et économique du pays. « 1984. El Chapo a 27 ans. Il débarque à Fresnillo, aux Zacatecas, un état du centre du pays, juste au nord de Mexico. Il arrive avec son pote le plus fidèle, Arturo Beltrán Leiva. Dans les champs autour de Fresnillo, la marijuana pousse à perte de vue. Des milliers d'hectares qui appartiennent à Juan José Moreno, alias El Azul, le bleu. El Azul a 10 ans de plus qu'El Chapo. Il cherche du sang neuf, des types avec des idées. Depuis l'époque où il aidait son père à la tuna, El Chapo sait que ce boulot est épuisant. Cela exige de la main-d'œuvre, des centaines de paysans payés une misère, 2000 pesos par jour, $12. La cocaïne est beaucoup plus rentable.
Il suffit d'avoir des contacts chez les Colombiens et de maîtriser les circuits pour distribuer la marchandise aux États-Unis. Jusque dans les années 1970, la coke est une drogue de niche. Les trafiquants se servent de mules pour écouler de petites quantités. À partir des années 80, la demande explose. La cocaïne devient la drogue à la mode. La Floride et les Caraïbes grouillent d'agents fédéraux. Les saisies se multiplient. Pour satisfaire la demande, les narcos s'adaptent. Ou plutôt, ils trouvent de nouvelles voies de passage. Le Mexique est le pays dont les cartels colombiens ont besoin pour acheminer leurs produits aux États-Unis. 3000 km de frontières communes, un territoire difficile à contrôler. La rencontre a lieu dans un hôtel de Mexico. Juan Carlos Ramírez Abadia, dit Chupeta, la sucette, a fait le déplacement depuis la Colombie. Chupeta n'a que 27 ans, mais il est l'étoile montante du cartel de Cali qui a comblé le vide laissé par la mort de Pablo Escobar. Chupeta propose 37% à El Chapo pour faire passer sa came aux États-Unis. Chapo reste un moment silencieux. Il analyse la situation, puis il demande 40%. Avant que Chupeta refuse, Chapo lui dit « Les 3% supplémentaires, c'est pour des livraisons plus rapides, plus sûres. Et je rembourse les cargaisons qui sont saisies par les flics. » Chupeta sourit, puis hoche la tête. Le Colombien lui demande « Tu peux faire passer 4 tonnes en une semaine ?» El Chapo s'était préparé à un défi de ce genre. Bien sûr qu'il peut, et il va le faire. Il travaille sur ce projet depuis plusieurs années. Agua Prieta est une petite localité mexicaine de l'État de Sonora. Elle constitue avec la ville de Douglas une communauté urbaine transfrontalière. C'est un coin tranquille. Quelques voies de circulation dans un sens et quelques voies dans l'autre. Rien à voir avec Tijuana ou Ciudad Juárez, les deux grandes agglomérations qui mobilisent l'attention des agents de la DEA et du FBI. Agua Prieta, 1988. Francisco Rafael Camarena Macias est un homme de confiance. El Chapo l'a chargé d'une mission dont toute son organisation dépend. Camarena achète un terrain à Agua Prieta pour le prix exorbitant de $90 000. Il veut faire construire une maison pour sa famille sur la Calle Internacional qui longe la frontière. Puis Camarena se rend à Douglas et rachète une petite entreprise de construction, Ready-Mix. La maison achevée, Camarena fait creuser un trou dans son jardin. Une piscine, explique-t-il aux voisins. Aussitôt creusée, la fosse est recouverte de béton. Quand les travaux sont terminés, Camarena appelle El Chapo pour qu'il vienne voir le résultat. Le tunnel que Camarena a fait creuser sous la frontière est un bijou d'architecture. L'entrée côté mexicain est située dans la salle de jeu sous la table de billard, posée sur un plateau mobile actionné par des vérins hydrauliques. Grâce à un simple bouton électrique, le plateau se soulève et se déplace, dévoilant l'entrée du tunnel. Un chariot à roues est prévu pour recevoir les chargements de cam et les convoyer 100 mètres plus loin, au bout du tunnel. Là, un second plateau mobile, une plaque d'égout, s'ouvre dans l'entrepôt de la Ready-Mix. Le tunnel fait 1,60 m de haut. Les contrebandiers doivent se baisser, mais rien de compliqué. El Chapo est fou de joie. En plus du tunnel d'Agua Prieta,
El Chapo crée un terrain d'atterrissage à Cumpas, à 150 km au sud de la frontière. Il transporte tout ce que les Colombiens peuvent fournir. Selon les estimations, entre 1988 et 1991, il fait passer 35 tonnes de cocaïne. Pour blanchir l'argent ramené des États-Unis, il ouvre des dizaines de magasins à Agua Prieta. Mais toute cette activité ne passe pas inaperçue. 10 novembre 1989, l'agent de la DEA, Michael Humphreys, repère un jeune homme au volant d'une Ford Bronco qui passe la frontière entre Agua Prieta et Douglas. Moins d'une heure plus tard, le même jeune homme dans la même voiture passe la frontière dans l'autre sens. Humphreys arrête la voiture et procède à une fouille. Dans la portière du conducteur, il trouve 1,2 million de dollars dissimulés dans des sacs en plastique noir. Une saisie record. Le conducteur est Arturo El Pollo Guzman, le frère cadet d'El Chapo. Les fédéraux sont désormais en alerte. 9 mai 1990. Des agents de la DEA interceptent un camion chargé de drogue dans la banlieue de Phoenix en Arizona. Il ne leur faut pas longtemps pour découvrir que le camion était chargé dans un entrepôt à Douglas. Le 17 mai, les fédéraux perquisitionnent la société Redimix et découvrent le tunnel. Pour El Chapo, la descente des agents de la DEA est un coup dur. Sa coopération avec les Colombiens repose sur la vitesse de circulation des cargaisons. Comment va-t-il faire pour écouler les tonnes de coke que les narcos lui ont livrées ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. La découverte du tunnel d'Agua Prieta est un sale coup pour El Chapo. Il possède d'autres moyens de faire passer la coke des Colombiens aux États-Unis, mais l'opération de la DEA a coupé sa principale voie d'approvisionnement. Dans un premier temps, El Chapo songe à construire un nouveau tunnel. Il adore les tunnels. Problème, cela risque de prendre des mois, voire des années. Les autres routes vers le Texas et la Californie sont Ciudad Juárez, qui jouxte El Paso, et Tijuana, qui touche San Diego. Tijuana est une option alléchante. L'ennui est que la ville est contrôlée par les frères Arellano Félix, des fous furieux avec lesquels Chapo entretient de très mauvaises relations. Les frères Arellano règnent sur Tijuana. La ville est connue pour ses bars, ses bordels et ses trafics en tout genre. Marchandises, fringues, électronique, êtres humains et drogue. C'est la première porte d'entrée des cartels dans le territoire américain. Ramon Arellano est une bête sauvage. Il ne comprend qu'une chose, la violence. Il lui est arrivé de tuer des gens simplement parce qu'il l'avait regardé de travers. Il a installé des chambres de torture dans plusieurs endroits de la ville. Parfois, ce sont les flics eux-mêmes qui lui livrent ceux dont il veut se débarrasser. Benjamin Arellano est le cerveau du clan. C'est lui qui gère les trafics, le blanchiment de l'argent et la logistique. Les Arellano se considèrent comme des urbains. Ils méprisent les ploucs, ceux qui viennent de la campagne, comme El Chapo ou El Mayo Zambada, qui ont grandi ensemble au Sinaloa. Impossible de dire ce qui a mis le feu aux poudres. La seule certitude est qu'un jour, les choses ont dérapé entre El Chapo et les Arellano.
Octobre 1992. El Chapo est au volant de sa voiture dans le centre de Guadalajara. Il conduit tranquillement sans se préoccuper de la circulation. C'est une ville où il a ses habitudes et des amis. Sur la file de droite, Chapo aperçoit Ramon Arellano dans une bagnole avec des gars à lui. Probable qu'il soit venu traiter une affaire dans le coin. El Chapo lui fait signe de s'arrêter, histoire de le saluer. Il déteste Ramon, mais rien ne sert d'aggraver les choses. À peine Chapo range sa voiture sur le bord de la route, Arellano bondit de son véhicule, une arme à la main, et se met à tirer. El Chapo se couche sur son siège, il enclenche une vitesse et écrase l'accélérateur. Sa voiture part en zigzag. Il se faufile dans la circulation et disparaît. « 7 novembre 1992. Puerto Vallarta. Ramon Arellano et son frère cadet Francisco passent la soirée dans une boîte de nuit. 4 hommes d'El Chapo entrent dans la boîte et sans un mot se mettent à canarder dans tous les sens. Les clients de la boîte hurlent, se couchent par terre et tentent de s'enfuir en rampant. C'est un carnage digne d'un film. Mais Ramon a été prévenu par les flics. À 4 pattes, il quitte le box dans lequel il est assis, il gagne les toilettes et se glisse dans le conduit d'aération. Il s'en sort indemne. Mais la guerre avec El Chapo vient de franchir un palier. Aéroport de Guadalajara, 24 mai 1993. C'est un de ces jours où le hasard fait bien les choses. El Chapo est arrivé en avance pour prendre son avion. Il voyage léger, un seul garde du corps. Une voiture vient se ranger à côté de celle d'El Chapo, sur le parking des pauses minutes. Ramon Arellano et ses hommes sautent du véhicule et se mettent à tirer comme des chiens enragés. La voiture se crible d'impact de balles. Assis à l'arrière, El Chapo attrape une mallette remplie de cash, il ouvre la portière et se précipite dans le terminal de l'aéroport. Dans le hall, il trébuche. La mallette s'ouvre, les billets glissent sur le sol. Chapo tente de les ramasser à genoux. Dehors, la fusillade continue entre Arellano et le garde du corps. Finalement, le garde du corps rejoint El Chapo dans l'aéroport. Il traverse le terminal en courant, il passe une porte d'embarquement et se retrouve à l'extérieur. Il cavale le long de la piste d'atterrissage, traverse un champ jusqu'à la clôture de l'aéroport. Ils escaladent la grille et se retrouvent sur un chemin de desserte. Ils marchent encore jusqu'à une petite route où ils arrêtent une voiture. Dans l'aéroport, Arellano et ses hommes laissent tomber leurs flingues. L'hôtesse au comptoir de la compagnie Aeromexico voit cette type en furie se présenter devant elle. Les mains tremblantes, n'osant pas lever les yeux de son clavier, elle leur redite des billets pour Tijuana. Le gouvernement mexicain annonce le lendemain qu'une récompense de 5 millions de dollars est offerte pour aider à la capture d'El Chapo et des frères Arellano. El Chapo a eu la peur de sa vie. C'est la 2e fois qu'il échappe à la mort dans une ville où il se pensait en sécurité. En mode parano complet, il se réfugie à Mexico. La capitale mexicaine est un territoire gigantesque et considéré comme neutre. En 2 jours, il réunit quelques hommes et prend la direction du Guatemala. De là, il pense se réfugier au Salvador. Mais quand il arrive à la frontière, l'armée guatémaltèque l'attend. Pas de solution de repli. Impossible de faire demi-tour. Les soldats guatémaltèques le livrent aux Mexicains. Dans un fourgon blindé, surveillé par des hommes des forces spéciales, El Chapo est conduit au centre pénitentiaire fédéral numéro 1 à Almoloya de Juárez, à 80 km de Mexico. Vêtu de la tunique beige des prisonniers, El Chapo est présenté à une meute de journalistes qui l'assaillent de questions.
Un instant hésitant, El Chapo reprend son calme. Il évalue la situation, puis, plein d'assurance, il répond « Je suis un agriculteur. Je cultive du maïs et des haricots. Je ne me suis jamais servi d'une arme. Et les frères Arellano, ce sont des amis. » Le juge devant lequel il comparaît ne croit pas un mot de son baratin. El Chapo est condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue et corruption. Les frangins Arellano ont réussi à se sauver, mais cette fusillade marque un point de basculement. En quelques semaines, la violence échappe au contrôle de la police et de l'armée. Les fusillades succèdent au règlement de compte, les morts se comptent par centaines. Tout bien considéré, la prison n'est pas une mauvaise option pour El Chapo. Pendant que la guerre fait rage à l'extérieur, le petit homme prend ses quartiers à la prison de Puente Grande. Grâce à l'argent accumulé, il se paie une détention royale. Le cuisinier lui prépare ses menus pour $1 500 par mois. Le directeur de la prison reçoit, lui, une enveloppe mensuelle de $5 000. El Chapo bénéficie des visites conjugales de la part de ses différentes épouses et a accès au quartier des femmes de la prison pour satisfaire ses besoins sexuels. Ses affaires sont gérées par un homme dans lequel il a toute confiance, Miguel Ángel Martínez, intendant du cartel depuis des années. Le trafic de drogue est confié à Juan José Moreno, El Azul, associé fidèle depuis l'adolescence. « 7 novembre 1997. L'agent de la DEA, Joe Bond, est à l'ambassade des États-Unis à Mexico quand un des Marines affectés à la sécurité du bâtiment l'appelle pour le prévenir de la présence d'un visiteur. L'homme donne un code. Electra. C'est le mot employé par El Chapo quand il souhaite faire passer un message important aux agents fédéraux. En réponse, l'agent Bond devra utiliser le mot Tito. 2 mars 1998. Prison de Puente Grande. La pièce a été aménagée pour la rencontre. Un canapé, une table, des chaises et 2 fenêtres à barreaux donnant sur la cour. Au bout d'une demi-heure, El Chapo arrive vêtu de la combinaison kaki de prisonnier. « Tito », dit Bond, en guise d'introduction. Sans répondre, le petit homme vérifie chaque recoin de la salle. Puis, il s'assoit face à l'agent de la DEA. Il se met à parler. Il veut être transféré dans une autre prison au Mexique. Il veut une protection pour sa famille et il veut l'arrêt des poursuites aux États-Unis. Pas d'extradition. En échange, il fournit des informations sur les frères Arellano. Cache d'armes, entrepôt de coke, circuit de distribution, nom de flics et d'hommes politiques corrompus. Les frangins font passer la coke sous la frontière entre la Basse-Californie et la Californie. Ils ont aussi des hommes infiltrés dans la DEA. Pendant des mois, la DEA et les magistrats mexicains tergiversent. Les demandes d'El Chapo, et notamment l'arrêt des poursuites aux États-Unis, ne sont pas acceptables. Bien sûr, dans les années 80, la CIA a couvert le trafic de drogue en Amérique latine dans le but de financer les mouvements contre-révolutionnaires de droite. Mais la DEA ne peut pas vraiment se lancer dans ce genre de marchandage. 19 janvier 2001. El Chapo en a marre d'attendre la réponse des Américains. Les gringos ne feront rien pour lui. De plus, un homme d'affaires, Vicente Quesada, a remporté l'élection présidentielle en décembre 2000 sur la promesse de combattre les narcos et d'appliquer les traités d'extradition. El Chapo n'a plus de temps à perdre. Il a préparé son évasion avec son frère Arturo, son associé El Mayo Zambada et un gardien surnommé El Chito. À 20h, El Chito fait la tournée des cellules avec son chariot. Il ramasse le linge sale. El Chapo se glisse dans le chariot et se recouvre de drap. El Chito reprend sa tournée. Puis, il sort du bâtiment principal. Il
pousse le chariot jusqu'à un premier poste de contrôle. Il plaisante un moment avec son collègue qui le laisse passer. El Cheto reprend sa marche en avant. Nouveau poste de contrôle, nouvelle discussion, nouvelle plaisanterie. Et c'est reparti. Reste la grille extérieure. Sous les draps, El Chapo transpire à grosses gouttes. Il respire aussi doucement qu'il le peut. Il entend le bourdonnement de la serrure électronique, puis le grincement des gonds de la porte en fer. Le raclement des roulettes du chariot sur le bitume du parking. Il est dehors. Il monte dans la voiture d'El Cheto qui le conduit jusqu'à un aérodrome où l'attend un hélicoptère. 2 heures plus tard, El Mayo Zambada le récupère dans une résidence secrète. Pendant son incarcération, l'empire d'El Chapo a fondu comme neige au soleil. Toute la question est désormais où s'installer. Comme tous les truands, Joaquín Guzmán est paranoïaque. Il ne se sent en sécurité que dans les endroits qu'il connaît. Avec El Mayo et les frères Beltrán, il retourne au Sinaloa. De manière assez ironique, ce sont les flics qui vont remettre El Chapo en selle. Le 10 février 2002, des policiers payés par El Mayo repèrent Ramón Arellano lors d'un contrôle routier. Sans réfléchir, Ramón sort son flingue et se met à tirer. Les flics l'abattent au milieu de la rue. Et le 9 mars 2002, c'est au tour de Benjamín Arellano de se faire loger par les fédéraux grâce à une écoute sur le téléphone de sa femme. Il est arrêté dans sa maison de l'État de Puebla, dans l'est du pays. Les Arellano sont maintenant hors jeu. Le plus urgent est de ramener le calme. Au moins pendant quelque temps. Cela passe par la création d'une nouvelle organisation, le cartel de Sinaloa. Le cartel réunit El Chapo, El Mayo Zambada, les frères Beltrán, qui gèrent la région d'Acapulco, Juan El Azul Moreno, qui s'occupe de la logistique, et Ignacio Coronel, qui a la main sur Guadalajara. El Chapo a imaginé ce cartel comme une sorte de coopérative de la drogue, une organisation horizontale, décentralisée et souple. Fort de cette organisation, El Chapo entame des négociations avec le cartel de Ciudad Juárez. Le petit homme propose au type de la frontière de former une fédération. Reste le cartel du Golfe qui est dirigé par Ociel Guillen, un type ultra-violent qui a embauché d'anciens militaires pour faire régner la terreur, les Zetas. En comparaison des Zetas, Ramón Arellano était un enfant de cœur. Ce n'est pas des rivalités entre cartels ou des efforts plus ou moins subtils d'El Chapo que vient la catastrophe suivante. Non, elle vient de la victoire de Felipe Calderón à la présidentielle de décembre 2006. Le 7 janvier 2007, Calderón se rend à Tijuana et promet d'éliminer tous les narcos. Commence alors une guerre civile qui, en 10 ans, fera plus de 150 000 morts et 30 000 disparus. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. El Chapo se planque dans les montagnes. Sa parano a encore grimpé d'un cran. Il a établi une dizaine de camps retranchés sur les contreforts de la Sierra Madre. L'organisation de sa vie est militaire.
Avec lui, il y a un secrétaire, 2 bonnes et une 50aine d'hommes répartis en 3 périmètres. Des types armés sur le camp, d'autres qui surveillent les routes des environs, et un 3e groupe qui garde un œil sur les flics et les aérodromes de la région. Les gars bossent 20 jours d'affilée à raison de $200 par semaine. Puis, ils ont 8 jours de repos suivant un système de rotation. L'une des obsessions d'El Chapo est de toujours avoir des femmes à disposition pour satisfaire ses besoins sexuels. Il pense qu'avoir des relations avec des filles mineures l'aide à rester jeune. Malgré cette organisation, El Chapo n'est pas à l'abri. Suivant les ordres du nouveau président Felipe Calderón, la police fédérale mexicaine réussit à le repérer de temps à autre. Les flics emploient des méthodes aussi violentes que celles des narcos pour obtenir des informations. Forcément, les gens parlent. À plusieurs reprises, les fédérales, les unités d'élite de la police, réussissent à le loger. Mais chaque fois qu'ils arrivent dans un camp, El Chapo a disparu. Il s'est enfui à pied dans la montagne, avec des mules pour transporter son matériel. En suivant sa trace, les flics retrouvent des feux de camp et des sacs de couchage. Toutes les planques sont construites de la même façon. Une petite cuisine, une chambre avec des vitres teintées, des écrans plasma et des DVD. Mais surtout, des relais téléphoniques, du matos de liaison satellitaire et des répartiteurs pour Internet. En général, El Chapo se lève vers midi. Il récupère ses messages, prend son 38 spécial et un fusil AR-15. Et il part dans la campagne pour passer des coups de fil. Les communications dans les montagnes de la Sierra Madre ne sont pas bonnes, notamment par temps de pluie où le réseau est coupé. Le trafiquant accorde une attention obsessionnelle à la technologie. Pour lui, c'est la clé de sa survie et la cause de crises de parano. La réponse aux angoisses d'El Chapo est fournie par Jorge Cifuentes, un petit Colombien à lunettes qui perd ses cheveux. Cifuentes s'occupe de la gestion du trafic entre la Colombie et le Mexique. La solution s'appelle Cristian Rodriguez, un jeune informaticien colombien qui a abandonné la fac pour monter sa propre start-up de sécurité informatique. Sierra Madre, 2008. Quand il rencontre El Chapo au milieu des montagnes après plusieurs heures de vol qui lui ont donné le mal de l'air, Rodriguez ose à peine parler. Selon son profil psychologique, El Chapo est fasciné par le contrôle. Sa plus grande crainte est d'être surveillé par les flics et par la DEA. Il utilise des téléphones sécurisés depuis les années 90. Une autre fascination est de savoir ce que font les autres. Famille, amis, associés et hommes de main. Assis sur une chaise en bois, Cristian Rodriguez a l'air terrifié. « Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ?» demande El Chapo. Rodriguez cligne des yeux. Peut-être qu'ils vont l'exécuter s'il ne donne pas la bonne réponse. Il réfléchit un moment, puis il dit « Un réseau de messagerie sécurisée totalement impossible à craquer. » « Et pour savoir ce que font mes correspondants ?» interroge El Chapo. « Un programme baptisé FlexiSpy, un petit logiciel qui s'installe sur un téléphone ou un ordinateur et qui donne un accès à distance. Et si je voulais écouter tous les téléphones et tous les ordinateurs d'une ville comme Culiacán ?» insiste El Chapo. « Ça serait difficile, » admet Rodriguez. « Mais je peux vous fournir des BlackBerry pour vos besoins personnels. » Mais ce que Cristian Rodriguez ne dit pas à El Chapo, c'est que les serveurs nécessaires à toutes ces communications seront installés au Canada et que le Canada possède des accords de coopération en matière de renseignement avec les États-Unis. C'est là que se trouve la faille.
L'autre problème qu'El Chapo doit régler en urgence est que la guerre entre les cartels s'est déplacée à Ciudad Juárez à cause de Calderón. Ciudad Juárez forme une communauté urbaine de 2 millions d'habitants avec El Paso au Texas, de l'autre côté du Rio Grande. Depuis le traité de libre-échange NAFTA entre les États-Unis et le Mexique, Juárez a vu sa population multipliée par 2. Dans cette cité, c'est le chaos social. La violence est hors de contrôle. Les militaires en habit noir patrouillent les rues avec des armes lourdes et des camions blindés. En 2007, on compte 336 meurtres à Juárez. En 2010, on en compte plus de 3000. Les morgues de la ville balancent les cadavres dans les charniers. Personne ne vérifie l'identité des victimes. 99% des meurtres ne sont pas résolus. Des gens sont pendus au-dessus des ponts d'autoroute. Les tueurs filment les exécutions et les tortures et les publient sur Internet. L'effet de terreur est maximal. Les soldats en noir, déployés par Calderón, ne parviennent pas à s'imposer. Parfois, ils exécutent des suspects et les abandonnent dans le désert pour servir de nourriture aux vautours et aux coyotes. Comme il l'a fait à Tijuana, avec les frangins Arellano, El Chapo a décidé de s'en prendre au cartel de Juárez. La proposition de trêve n'a pas duré. Juárez est la nouvelle route de la coke vers les États-Unis. Suivant l'exemple des Zetas, qui font régner la terreur dans la région du Golfe, le petit homme a recruté une armée. À la tête de cette armée, il a placé Mario Núñez Meza, alias M10, un ancien flic municipal viré par le cartel de Juárez. Et puis, il a donné un nom à son armée, Los Chapos, en référence à son surnom. El Chapo considère que son avenir se joue au Mexique. C'est un jeu de conquête intérieure. Seul le plus fort sortira vivant de ce champ de ruines. Le principal problème d'El Chapo n'est ni le fric, ni les soldats de son armée. Le principal problème, ce sont les armes. Et encore une fois, les États-Unis vont lui filer un coup de main sans le vouloir. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Felipe Calderón, l'administration américaine ne compte pas ses efforts. Le Mexique vit sous perfusion de l'aide américaine, des billets verts et des armes. Des millions sont injectés dans un système corrompu. Des millions qui doivent aider à la lutte contre les trafiquants. Des millions qui ne servent qu'à leur fournir ce dont ils ont besoin. Dans ce chaos général, El Chapo se méfie de tout le monde, y compris des frères Beltrán. Il trouve que ses copains d'enfance se montrent de plus en plus gourmands dans le partage du gâteau de la cocaïne. Les Beltrán trouvent, eux, qu'El Chapo joue un peu trop au big boss au sein de la fédération. Le petit homme décide de régler le problème à sa manière, en se servant des flics pour faire le sale boulot à sa place. « 30 avril 2008. Une équipe de policiers payés par El Chapo se rend dans le quartier de Guadalupe, à Culiacán, pour arrêter des hommes de Beltrán. L'opération montée à la hâte se termine en fusillade. Jusqu'à leur calme, la capitale du Sinaloa plonge à son tour dans un chaos apocalyptique. En 10 jours, 50 personnes sont tuées, principalement des hommes de main et des flics ripoux. La guerre avec les Beltrán franchit un cap le 8 mai 2008. Edgar Guzman, l'un des fils d'El Chapo, et son cousin, César, retrouvent 2 potes sur le parking d'un centre commercial. Alors que les jeunes gens sont en train de discuter, une vingtaine d'hommes débarquent dans 5 pick-up. Les gamins n'ont pas le temps de faire un geste. Ils sont fauchés par les rafales d'armes automatiques. L'un des assaillants tire une roquette qui manque sa cible. Ça ne change rien. Edgar et son cousin César sont déjà morts. El Chapo est ravagé par l'assassinat de son fils. Le jour des funérailles, il envoie des dizaines d'hommes acheter toutes les roses qu'ils peuvent trouver dans la ville.
Dans les 3 jours suivants, 34 personnes sont tuées. La police fédérale et l'armée montent une opération conjointe. 3000 hommes sont envoyés à Culiacán pour détruire les commerces, démanteler les planques, saisir les caches d'armes et de drogue et détruire les relais radio installés sur les hauteurs. En 2 semaines, on compte 37 morts supplémentaires. Les flics ne sont plus épargnés, qu'ils soient honnêtes ou corrompus. Les journaux titrent « Es la guerra », c'est la guerre. Personne ne sait qui peut sortir vainqueur de ce conflit. Pour les agents de la DEA, la terreur qui règne au Sinaloa est une chance à saisir. Pendant l'été et l'automne, ils enchaînent les saisies records de drogue. Durant l'été, les gars de la DEA ont réussi à retourner 2 sous-traitants d'El Chapo, les jumeaux Pedro et Junior Flores, qui approvisionnent le marché de Chicago. Pedro et Junior ont des tas de choses à raconter, et les infos qu'ils fournissent sont fiables, mais pas assez précises pour loger El Chapo. Comme chaque fois qu'il est sur le sentier de la guerre, le petit homme est impossible à localiser. Il change d'endroit tous les 2 ou 3 jours. Toutes ses communications passent par le système crypté de Christian Rodriguez. Il est en mode parano 24 heures sur 24 et filtre tous ses appels. Finalement, le 15 novembre, Pedro Flores réussit à avoir El Chapo au bout du fil. Le revendeur demande au baron de la drogue un rabais sur le kilo de coke. $50,000 au lieu de 55 000. Pedro Flores demande aussi s'il pourrait avoir plus d'héroïne. 40 kilos à écouler à Chicago. La discussion est enregistrée par les agents de la DEA qui ont infiltré les serveurs informatiques de Rodriguez au Canada. Pendant plusieurs semaines, Pedro Flores va avoir des conversations avec tous les parrains de la fédération, sans exception. Le fils d'El Mayo Zambada veut acheter des fusils M16 et des lance-roquettes. La DEA enregistre. Un lieutenant d'El Chapo discute de l'acheminement de la coke par train, par avion et même par sous-marin. La DEA enregistre. Doucement mais sûrement, les agents accumulent des preuves qui seront décisives. Dans les mois qui suivent, les flics américains écoutent toutes les conversations d'El Chapo. Le baron de la drogue parle à son secrétaire, à ses copines, à ses femmes, à ses hommes de main. Il passe des commandes. 200 déodorants spray, nom de code pour les grenades, et une cargaison de cornes de chèvre, surnom des fusils d'assaut AK-47. De toutes ces conversations, il ressort une chose. El Chapo a des problèmes de fric. Ses employés au Sinaloa lui coûtent $200,000 par mois et l'argent de la corruption s'élève à plus d'1 million mensuel. Tout ce qu'il gagne grâce à la drogue est dépensé dans la guerre avec les Beltrán et dans la bataille qui se poursuit à Ciudad Juárez. Il n'a pas d'autre choix. Il doit fermer l'un des fronts, celui de Juárez qui est le plus coûteux. La politique de Felipe Calderón à Ciudad Juárez est un échec monumental. L'intervention de l'armée a transformé la ville en une morgue à ciel ouvert. Des cadavres décapités pourrissent sur le bord des routes. La population terrorisée est à bout de force. En avril 2010, la police fédérale et l'armée décident de se retirer et de laisser la police locale reprendre la main. Pour El Chapo, ce retrait est une immense victoire. Il hérite d'un territoire ravagé, mais qu'à cela ne tienne, ce ne sera pas la première fois qu'il reconstruit un empire sur des cendres. Ce n'est qu'une hypothèse. Aucune preuve ne peut confirmer cette théorie. Toutefois, il est possible qu'El Chapo ait conclu un accord avec le gouvernement mexicain. Un accord qu'il avait tenté de passer avec la DEA des années auparavant. Les flics mexicains se débarrassent de ses rivaux et ils les aident à rétablir la paix à Juárez. Gagnant-gagnant. Le gosse de la Tuna, fils d'un paysan pauvre, n'a peut-être jamais été aussi puissant alors que s'achève une décennie d'une violence sans égale.
Jamais ses adversaires n'ont été aussi affaiblis. Et, paradoxalement, jamais il n'a été aussi isolé. La guerre a fait le vide autour de lui. Ce triomphe le rapproche un peu plus de sa chute inévitable. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Début 2012. Cabo San Lucas est une station balnéaire à la pointe de la Basse-Californie. Des palmiers, des pelouses couleur d'émeraude, des toits en tuiles. El Chapo vit là depuis quelques mois. Il se sent bien. Mieux que dans ces montagnes de la Sierra Madre où il doit payer les flics pour ne pas les avoir sur le dos. Il se promène en ville dans une voiture couleur or, le bras à la portière, le sourire aux lèvres. Il a toqué ses vestes treillies pour des t-shirts à manches longues. Sur le siège arrière, il garde un fusil AR-15 et un sac rempli de grenades. On n'est jamais trop prudent. Selon les écoutes de la DEA, El Chapo est en contact régulier avec Alex Cifuentes, un Colombien qui a grandi dans le trafic de cocaïne à l'époque de Pablo Escobar. Le clan Cifuentes appartient à la nouvelle classe dirigeante des narcos. Un clan qui a pris le surnom des Invisibles. Leur truc, rester discret et ne pas étaler leurs richesses. Les Cifuentes bossent avec El Chapo depuis 2007. Grâce aux écoutes sur son BlackBerry, le FBI et la DEA découvrent que le petit homme se planque dans une impasse du quartier d'Hacienda Encantada, un endroit où on ne trouve pas une baraque à moins d'1 million de $. On est le 22 février 2012. Les agents américains ont prévu de lancer leur raid à 13h30. Mais les militaires mexicains sont en retard. Quand l'opération commence à 15h30, El Chapo s'est envolé. Quand il repère les agents américains qui poireautent à l'entrée de l'impasse, El Chapo réagit au quart de tour. Avec son secrétaire, il traverse le patio en courant, il longe la piscine et traverse une frondaison de palmiers et géraniums. Ils sautent du mur qui entoure la propriété et disparaissent dans les rues du quartier. 2 heures plus tard, il appelle Alex Cifuentes pour lui dire qu'il est à Culiacán. 3 heures plus tard, il envoie un message à l'une de ses femmes, Emma Coronel, pour lui expliquer la situation. Il est parti sans armes et sans habits. Il lui envoie une liste de courses. Des pantalons, des sous-vêtements, 5 chemises, du shampoing, de l'aftershave, un peigne, une paire de ciseaux et de quoi se teindre la moustache. Dans l'hacienda, les fédéraux découvrent une chambre principale, un lit, un écran de télévision et des piles de vêtements balancés en tas. Dans le bureau, ils saisissent un livre de comptes détaillant les ventes de drogue et des commandes d'armes pour équiper une armée. Dans le garage, une voiture avec un fusil AR-15 et un lance-grenade. Depuis des semaines, El Chapo n'a plus de contact avec Christian Rodriguez, le technicien qui lui a monté son réseau de messagerie cryptée. Rodriguez continue de gérer le programme sécurisé FlexiSpy et le parc de BlackBerry qu'El Chapo utilise pour ses communications. Depuis l'opération de Cabo San Lucas, Alex Cifuentes a de sérieux doutes à propos de Rodriguez. Quand il en parle au petit homme, la parano d'El Chapo fait un triple salto. Il décide de revenir à un système à l'ancienne. Plus de communication directe.
Chaque message est adressé à un intermédiaire qui le relaie depuis un téléphone normal non surveillé. Le message parvient à un second intermédiaire qui le relaie au niveau supérieur où il est traité avant de parvenir à El Chapo. Quand une information est livrée au baron de la drogue, elle a été filtrée par au moins 3 personnes. La réponse suit le même chemin en sens inverse. Officiellement, El Chapo n'a aucun lien avec les messages. Janvier 2013. Christian Rodriguez étant grillé, la DEA a besoin d'une nouvelle taupe. Après de longues hésitations, les agents américains choisissent Andrea Fernandez Vélez, une jolie secrétaire de 30 ans, qui bosse pour Alex Cifuentes depuis des années. Andrea Vélez a été inculpée en secret par un grand jury américain. Elle n'a pas le choix. Elle doit faire la taupe. C'est son seul banc de sortie. La secrétaire se révèle être une mine de renseignements. Pour Alex Cifuentes, elle participe à des missions dans toute l'Amérique latine. Elle sait tout sur les cargaisons de bateaux et les rencontres avec les fournisseurs et les sous-traitants. Nom, date, adresse et numéro de téléphone. Elle gère même une agence de mannequins qui fournit des jeunes femmes à El Chapo dans ses planques. Mais la DEA ne veut pas aller trop vite. Le dossier doit être en béton. Février 2014. El Chapo passe le plus clair de son temps à Culiacán. Il possède une série de maisons auxquelles il a donné des numéros. La 1, la 2, la 3, etc. Le 16 février 2014, il se planque dans la maison numéro 5, une résidence anonyme d'un quartier de la classe moyenne. Sur son BlackBerry, il rédige un message pour l'une de ses maîtresses, Lucero. Toujours ce même appétit sexuel. Il a besoin de la voir rapido. Grâce à la géolocalisation, les agents américains repèrent la maison numéro 5. Pas question cette fois de commettre la même erreur que 2 ans plus tôt, à Cabo San Lucas. Cette fois, le FBI, la DEA et les Marines mexicains foncent directement sur la planque. Ils tentent de défoncer la porte d'entrée, mais elle résiste. El Chapo a pensé à tout. La porte est blindée, comme celle d'un coffre-fort. Pendant 9 minutes, les Marines s'acharnent, frappent à coups de masse, et quand la porte finit enfin par céder, El Chapo a encore disparu. Un tunnel. Séparé par un tunnel. Annonce un des agents dans sa radio. Réveillé par les coups contre la porte, El Chapo saute de son lit entièrement nu. Il réunit sa maîtresse, son comptable et la bonne et fonce à la salle de bain. Il manœuvre l'installation sur vérin hydraulique, la baignoire se soulève laissant apparaître l'entrée d'un tunnel. Les 4 fuyards descendent par un escalier en bois. El Chapo déverrouille une autre porte blindée et la referme derrière eux. Le tunnel est rempli d'eau jusqu'aux mollets. Sans lumière, ils pataugent et glissent dans la boue. Ils atteignent une dérivation, les égouts de la ville. L'odeur est insupportable. Pendant plus d'1 heure, ils marchent dans le noir, à tâtons, se guidant avec les mains contre la paroi du conduit. Les égouts débouchent sur un canal qui se jette dans une rivière à environ 1 kilomètre au nord de Culiacán. Le comptable appelle sur son portable un des lieutenants d'El Chapo, qui est toujours nu. Une demi-heure plus tard, une voiture les récupère. Le petit homme n'a pas le choix. Il doit quitter Culiacán. Malgré leur frustration, les fédéraux ont quelques raisons d'être satisfaits. Dans les jours qui suivent, ils perquisitionnent les planques d'El Chapo, une par une. Toutes sont équipées de tunnels. Surtout, les flics mexicains arrêtent l'homme qui a récupéré El Chapo à la sortie des égouts. Il parle. Il a conduit son patron à l'hôtel Miramar de Mazatlan, sur la côte.
22 février 2014, 4 heures du matin. Suite numéro 7. Suite numéro 7. Le message murmuré dans le talkie-walkie résonne dans l'oreillette de l'agent spécial Victor Vasquez de l'ADEA. Le dispositif est en place. Et cette fois, la porte n'offre aucune résistance. Quand la porte de la suite explose, El Chapo bondit de son lit. Il empoigne le fusil d'assaut posé contre la table de nuit et se barricade dans la chambre. Il refuse de se rendre. Sa femme, Emma Coronel, qui la rejoint à Mazatlan avec leurs 2 filles, le supplie. Il doit penser aux enfants. El Chapo pousse son arme. Sur le parking de l'hôtel, l'agent Vasquez regarde s'approcher le petit homme entravé par des menottes. Il le trouve ordinaire, insignifiant. Il lui dit « C'est toi, El Chapo, l'homme le plus recherché du Mexique ?» La nouvelle fait le tour du monde en quelques heures. Les fédéraux publient d'abord une photo montrant le trafiquant à genoux dans un parking, sans chemise, une coupure sous l'œil gauche. Le lendemain, les Marines mexicains l'exhibent comme un trophée devant les télévisions. Ils l'ont vêtu d'un pantalon noir et d'une chemise blanche. L'un des Marines lui redresse la tête pour qu'il regarde en face les caméras. El Chapo est envoyé au centre pénitentiaire fédéral numéro 1, près d'Almoloya de Juárez, une prison de très haute sécurité, connue sous le nom d'Altiplano, au nord-ouest de Mexico. La prison est située en pleine campagne. La région est interdite de survol aérien et des brouilleurs de fréquence empêchent l'utilisation de téléphones portables. Les bâtiments sont séparés de l'enceinte extérieure par un no man's land. La première chose qu'El Chapo décide en prison est de nettoyer son cartel. Il commence par faire torturer et exécuter son chef de la sécurité, un ancien flic qui bossait pour lui depuis 10 ans. La seconde chose est de confier ses affaires à un homme de confiance, Damaso Lopez. Pendant des mois, il lui adresse des courriers rédigés d'une écriture presque illisible et transmis par ses avocats. Enfin, la troisième chose est de préparer son évasion. Cela prend 1 an et demi et le résultat est de toute beauté. « 11 juillet 2015, 20h52. La caméra de surveillance installée dans la cellule montre El Chapo marcher de son lit vers la cabine de douche, puis revenir à son lit, avant de retourner vers la cabine. La douche est entourée par un rideau, fixé sur une tringle à hauteur de la taille. Le rideau assure l'intimité aux prisonniers. Sur la vidéo, on voit El Chapo entrer dans le bac, s'accroupir et disparaître derrière le rideau. Seul endroit de la cellule qui échappe à la surveillance. À 4 pattes, El Chapo retire une partie du bac de la douche et le pose contre le mur. Devant lui s'ouvre un trou de 50 cm sur 50 cm et profond d'environ 1 mètre. El Chapo se glisse dans ce réduit. Il tend la jambe et sent sous son pied le barreau d'une échelle en PVC. Il se laisse glisser, un barreau après l'autre. Son corps frotte contre la paroi. 10 mètres de descente dans ce conduit à peine assez grand pour qu'il puisse passer. Quand il pose le pied sur le dernier barreau, il se trouve à l'entrée d'un tunnel. Le frère de sa femme l'attend là, installé au guidon d'une moto. El Chapo saute sur la selle arrière, le moteur démarre, la moto se met à rouler lentement. 1,5 km de trajet. 1,5 km de tunnel jusqu'au plancher d'une maison en construction. El Chapo pousse la trappe, sort de la maison et saute dans un SUV qui l'attend. Plus loin, un aérodrome et un avion qui le ramènent chez lui, au Sinaloa. La nouvelle fait encore une fois le tour du monde.
les agents de la DEA sont furieux. Pourtant, ils savent que la fin du petit homme est proche. Il n'a plus l'argent et la logistique nécessaires pour se planquer, ni pour faire fonctionner son cartel. La traque devient quotidienne et l'étau se resserre inexorablement. Le 8 janvier 2016, la DEA monte un dispositif autour d'une maison de Los Mochis. À 4h30 du matin, ils donnent l'assaut. Les agents tentent de défoncer la porte, mais encore une fois, la porte résiste. El Chapo fonce dans son dressing et se glisse dans un tunnel de fortune qu'il a fait creuser. Le tunnel conduit aux égouts et débouche sur le parking d'un Walmart. Là, il braque une voiture qui tombe en panne au bout de quelques kilomètres. Il braque un second véhicule et parvient à sortir de la ville, mais 20 kilomètres plus loin, il est arrêté par un barrage routier. Les flics lui passent les menottes et attendent l'arrivée des Marines mexicains. « 17 janvier 2017. Des agents mexicains extraient El Chapo de sa cellule. Ils le conduisent sur un aérodrome où un avion privé l'emporte vers les États-Unis, entouré par des marshals. El Chapo atterrit sur l'aéroport MacArthur de Long Island à New York. Il est aux mains des gringos. 12 février 2019. Joaquín Guzmán Loera est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui lui sont reprochés. Il est condamné à la perpétuité et incarcéré à la prison de Florence, dans le Colorado, l'Alcatraz des Rocheuses. Reste une étrange vidéo tournée dans les montagnes du Sinaloa fin 2015. L'endroit n'est pas précisé. L'acteur américain Sean Penn et l'actrice de telenovelas Kate Del Castillo rencontrent le baron de la drogue dans une de ses planques. El Chapo est d'accord pour enregistrer une vidéo, un documentaire, un film, on ne sait pas trop. El Chapo est assis face à la caméra. Il a rasé sa moustache. Il est mal à l'aise. Il s'exprime de façon maladroite. Par instants, il paraît s'ennuyer. Quand on lui pose la question à propos de la drogue, El Chapo sort soudain de sa léthargie. Il répond « Quand je ne serai plus là, le trafic ne va pas diminuer. Le trafic ne s'arrêtera jamais. » 2023. Confirmant ses paroles, Ovidio Guzmán, fils d'El Chapo, a repris les rênes du clan. C'est lui qui, depuis l'arrestation du petit homme, fait tourner les affaires du cartel. Le 5 janvier 2023, les militaires ont réussi à l'arrêter et à l'évacuer par Boeing vers la prison d'Altiplano, de laquelle son père s'est évadé en 2015. Pour empêcher ce transfert, des hommes d'Ovidio Guzmán ont bloqué des autoroutes, attaqué l'aéroport civil de Culiacán et transformé une fois encore la ville en champ de bataille. Sans succès. Mais ils ont rappelé que la guerre n'est pas près de prendre fin.